La cellule numéro 17 de la prison d'État de San Bartolo était un endroit où la lumière osait à peine entrer. Les murs couverts de taches d'humidité semblaient absorber toute trace d'espoir. Là, entre le froid et l'odeur de métal rouillé, un homme de 42 ans aux mains calleuses et au regard fatigué passait ses journées à compter les fissures du mur, comme si elles étaient les années qui lui restaient à vivre. Il s'appelait Mateo Aguilar. Dehors, dans un coin poussiéreux du Mexique, une mère âgée allumait chaque soir une bougie pour lui, convaincue que son fils était innocent. Mais derrière ces barreaux, Mateo avait appris que l'innocence n'était pas une garantie de liberté. On l'avait accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis. Et la vie, qui avait déjà été dure, était devenue une condamnation sans horizon. Cette nuit-là, alors que les autres prisonniers dormaient ou maudissaient leur sort, Mateo observa un petit morceau de bois oublié sur le sol de l'atelier. Il le ramassa comme on sauve un trésor. Il avait des veines douces, presque comme s'il gardait une histoire en silence, sans trop savoir pourquoi il l'emmena à son lit et commença à le tailler. Il n'avait pas d'outil fin, seulement un couteau émoussé et ses mains rugueuses. Au premier coup, il se souvint des paroles de sa mère quand il était enfant. « Mon fils, même si le monde t'enferme, la Vierge trouvera toujours le moyen d'entrer dans ta vie. » Cette phrase, qu'il croyait perdue dans le bruit des barreaux, revint avec une force qui lui serra la poitrine. Alors que la nuit avançait, les ombres dansaient sur les murs et le son sec du couteau contre le bois devint sa seule musique. Dans chaque éclat qui tombait, Mateo laissait un morceau de sa tristesse. Il ne savait pas que ce qu'il commençait cette nuit-là n'était pas seulement une figure de bois, mais un chemin vers un miracle qui changerait non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui croiseraient son histoire. Mateo Aguilar n'avait pas toujours connu l'odeur de l'humidité et du fer rouillé. Il fut un temps, pas si lointain, où sa vie se déroulait sous le soleil brûlant des champs, travaillant comme journalier dans les plantations de citronniers de son village natal, San Bartolo del Rio. Ses mains, bien que rugueuses, se déplaçaient avec la dextérité de celui qui connaît la valeur de chaque pièce gagnée à la sueur de son front. Il vivait dans une petite maison en adobe avec sa mère, Doña Rosario, une femme à la fois inébranlable qui, malgré la pauvreté, ne manquait jamais d'allumer une bougie devant l'image de la Vierge dans le coin le plus humble du salon. Sa maison n'avait pas de luxe, mais était remplie de l'odeur du café fraîchement infusé et du pain de maïs qu'elle cuisait elle-même dans un four en argile. Pour Mateo, c'était une richesse suffisante. Cependant, la vie à San Bartolo del Rio n'était pas facile. Les opportunités étaient rares et la tentation d'un argent rapide rôdait comme une ombre. Mateo le savait et c'est pourquoi il gardait ses distances avec certains hommes qui, sous le couvert de commerçants, se livraient à des affaires sales. Mais le destin ou peut-être la mauvaise volonté de quelqu'un l'a mis dans le collimateur de ces mêmes hommes. Une nuit, alors qu'il rentrait du travail, il entendit des cris dans le magasin du village. En arrivant, il vit deux individus masqués s'enfuir avec un sac de marchandises. Son instinct le poussa à courir après eux, mais il ne fit que trébucher sur l'un d'eux qui tomba et laissa tomber une partie du butin. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre des voleurs le poussa avec force et disparut dans l'obscurité. C'est alors que le malheur frappa, la police alertée par les voisins. Elle arriva juste au moment où Mateo essayait de se relever avec le sac à ses pieds. Il n'y avait pas de témoins disposés à parler en sa faveur. Les vrais coupables disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé, et le juge, influencé par un commerçant puissant qui le méprisait depuis des années, prononça une lourde peine, 10 ans de prison. Pour Mateo, ce fut comme voir le monde s'éteindre en un instant. Dans les premiers mois, derrière les barreaux, il essaya de s'accrocher à l'espoir. Il écrivait des lettres à sa mère, dessinait de petites croix sur les bords du papier et priait les yeux fermés chaque soir. Mais le temps est cruel quand il se mesure en jours identiques. Les barreaux devinrent son horizon et les prières commencèrent à rester coincées dans sa gorge. Les autres détenus n'aidaient pas. Beaucoup avaient perdu toute trace de foi et se moquaient de ceux qui priaient encore. Ici, même Dieu n'entre pas, lui dit un jour un homme tatoué sur tout le corps et aux yeux aussi vides que les murs de la cellule. Mateo ne répondit pas, mais ces mots le hantèrent pendant des jours entiers. C'est alors qu'il commença à ressentir le vrai vide. Ce n'était pas seulement le manque de liberté, mais la sensation que sa vie avait perdu son but. Les mains qui ramassaient autrefois des citrons et prenaient soin de la terre, n'avaient plus rien à toucher que le métal froid du lit. La voix de sa mère, qui lui disait toujours « Mon fils, la Vierge ne t'abandonne jamais », commença à résonner comme un écho lointain, de plus en plus faible, jusqu'à cette nuit décrite plus haut, la nuit où, sans le savoir, un simple morceau de bois le remit sur le chemin qu'il avait oublié. Alors que le couteau émoussé marquait la première ligne sur le bois, quelque chose à l'intérieur de lui, très profondément, sembla s'allumer. C'était faible comme une braise cachée sous des cendres, mais c'était là. Et même s'il ne le savait pas, ce petit geste était sur le point de briser le mur invisible qui le séparait de l'espoir, car parfois, même dans l'obscurité la plus dense, il suffit d'un acte simple pour que la lumière trouve le moyen d'entrer. La petite étincelle qu'avait allumé ce morceau de bois dans le cœur de Mateo commença à grandir avec les jours. Chaque fois que l'atelier était terminé, il cherchait sur le sol ou dans les coins de la prison un morceau de bois qu'il pouvait tailler. Il ne le faisait pas par divertissement. C'était comme si en faisant glisser la lame émoussée sur les veines, son esprit pouvait s'échapper un instant de ces murs froids. Mais la prison n'était pas un lieu pour les gestes délicats. Les autres détenus regardaient avec méfiance ce qu'il faisait. Certains se moquaient. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Aguilar ? Un jouet pour la Vierge qui ne vient pas. » D'autres l'avertissaient que s'il continuait, quelqu'un le lui arracherait pour le vendre à l'extérieur. Il ne répondait pas, il continuait simplement comme si le bois parlait une langue que lui seul comprenait. Un après-midi, alors qu'il travaillait à l'atelier, il trouva un morceau de cèdre plus grand que d'habitude. Il le ramassa et dans son esprit, il pouvait déjà voir le contour d'un visage. C'était une impulsion, presque une certitude, il devait tailler la Vierge. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce le souvenir de sa mère,
peut-être un besoin de s'accrocher à quelque chose qu'il croyait encore, même à voix basse. Pendant les nuits suivantes, il s'enferma sur lui-même. L'image prenait forme, le manteau, le visage serein, les mains jointes en prière. Mais plus il avançait, plus il ressentait un étrange mélange de paix et d'anxiété, comme s'il touchait quelque chose qui n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Le point de rupture arriva un matin. Il était sur son lit en train de revoir avec soin les plis du manteau quand un bruit métallique le sortit de sa concentration. La porte de la cellule s'ouvrit en grinçant et le gardien Ramirez apparut avec sa lampe de poche pointée directement sur le visage de Matteo. « Qu'est-ce que tu as là » demanda-t-il d'un ton sévère. Matteo hésita. Si on le lui prenait, il savait qu'il ne le récupérerait pas. Mais en voyant le regard dur du gardien, il leva la figure encore inachevée. La lumière de la lampe illumina le visage taillé et pendant un instant quelque chose changea dans l'expression de Ramirez. Ce n'était pas de la tendresse, ni de la compassion. C'était comme un coup silencieux de souvenir. Cependant, la règle était claire. Aucun prisonnier ne pouvait avoir d'objet pointu ni de pièces non autorisées. Ramirez le lui arracha et sans rien dire de plus, ferma la porte avec force. Matteo sentit que quelque chose à l'intérieur de lui se brisait. Cette figure était la seule chose qui le maintenait en vie dans un endroit qui l'étouffait. Il passa la journée suivante, plongé dans une rage silencieuse. Il ne parla à personne, il ne mangea pas. Les heures se traînaient comme des chaînes lourdes. Dans sa tête, la voix de sa mère revenait sans cesse. La Vierge trouvera toujours le moyen. Mais maintenant, cela sonnait comme une moquerie. Au coucher du soleil, Ramirez revint. Sans ouvrir la porte, il laissa tomber quelque chose enveloppé dans un morceau de tissu sous les barreaux. Matteo le prit avec des mains tremblantes. C'était la figure intacte. Le bois semblait plus doux, comme s'il avait été poli. Ramirez ne dit pas un mot, il le regarda juste une seconde de plus que nécessaire et s'éloigna. Cette nuit-là, Matteo tailla jusqu'à ce que la fatigue le vainque. Le visage de la Vierge était presque terminé et pendant qu'il travaillait sur les derniers détails, il sentit que la tension de plusieurs semaines commençait à se rompre, mais il n'imaginait pas qu'il était sur le point de franchir une ligne invisible, celle qui sépare le quotidien du miraculeux, car dans quelques heures, quelque chose se produirait dans cette cellule qu'aucun homme, ni prisonnier ni gardien, ne serait capable d'oublier. L'aube tombait sur la prison de San Bartolo comme un manteau lourd. Le silence n'était rompu que par le goutte à goutte constant d'une canalisation cassée et le frottement métallique des barreaux lorsque le vent s'infiltrait par les fissures. Matteo était réveillé, assis sur le lit avec la figure de la Vierge entre les mains. Il avait passé des heures à revoir chaque détail, le pli du manteau, la douceur des joues, la légère inclinaison de la tête. À la lumière faible de l'ampoule du couloir, la sculpture semblait prendre vie, projetant des ombres qui dessinaient un visage plus réel que le bois ne pouvait l'offrir. C'est alors que la première chose se produisit. Une odeur douce et sucrée commença à remplir la cellule. Ce n'était pas l'odeur habituelle d'humidité et de sueur. C'était un parfum frais, comme de fleurs fraîchement coupées, avec une touche qui rappelait le jasmin et le lys. Matteo cligna des yeux, confus. En prison, il n'y avait pas de fleurs, et encore moins dans cette aile oubliée. Il se leva et regarda à travers les barreaux. Le couloir était vide. Les autres prisonniers semblaient dormir. Mais il entendit bientôt un murmure. Aguilar, c'était la voix rauque d'un détenu de la cellule voisine. D'où vient cette odeur? Matteo ne répondit pas. Il regarda la figure entre ses mains et remarqua que le bois était tiède comme s'il gardait de la chaleur à l'intérieur. Il serra les doigts en essayant de comprendre si cela était réel ou le fruit de la fatigue, mais l'arôme s'intensifia au point que les prisonniers les plus éloignés commencèrent à murmurer en se demandant ce qui se passait. Soudain, des pas fermes résonnèrent dans le couloir. Le gardien Ramirez apparut avec les sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » commença-t-il à dire, mais il s'arrêta net en percevant le parfum. Il s'avança jusqu'à la cellule de Matteo et, sans demander la permission, ouvrit la porte. Ses yeux se posèrent sur la sculpture et pendant un instant son visage s'adoucit comme s'il luttait pour ne pas montrer ce qu'il ressentait. Il s'approcha lentement et passa la main sur la figure. Le parfum semblait jaillir d'elle comme si le bois respirait. Ramirez déglutit. Ses souvenirs le ramenèrent à son enfance, aux processions dans son village, quand sa mère mettait une guirlande de fleurs blanches à la Vierge de l'autel. Cette fragrance était identique. Ce n'est pas normal, murmura-t-il presque pour lui-même. À ce moment-là, un autre détail attira l'attention des deux. Sous les pieds sculptés de la Vierge, là où Matteo avait laissé un petit trou dans la base, une goutte claire se forma lentement et tomba sur la paume de sa main. Ce n'était pas de l'eau ordinaire, elle avait une texture légère, huileuse et un éclat doré, à peine perceptible. Le gardien recula d'un pas, frappé. Matteo, en revanche, sentit que quelque chose à l'intérieur de lui s'allumait avec force. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais une paix profonde l'enveloppait avec une certitude qu'il n'était pas seul. Le murmure des prisonniers augmenta, certains demandant à voir la figure, d'autres priant à voix basse. Ramirez regarda Matteo avec un mélange de respect et de peur. Sans rien dire de plus, il ferma la porte et s'éloigna, mais non sans avoir jeté un dernier long regard à la sculpture, comme celui qui sait qu'il vient d'assister à quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Cette nuit-là, le parfum ne se dissipa pas, au contraire, il sembla imprégner les murs, l'air et même les rêves de ceux qui dormaient là. Et pour Matteo, cette fragrance n'était pas seulement un mystère, c'était un signal clair et lumineux que la promesse de sa mère commençait à se réaliser. La nuit dans la cellule numéro 17 devint différente de toutes les autres. Le parfum qui émanait de la figure de bois non seulement était toujours présent, mais semblait plus intense, comme s'il s'étendait lentement, caressant chaque coin de l'air. Matteo, assis sur son lit, tenait la sculpture contre sa poitrine, incapable de détourner les yeux du visage serein qu'il avait sculpté. Le sommeil le fuyait.
Il ne savait pas si c'était à cause de l'émotion ou d'une sorte de force invisible qui le maintenait éveillé. Les ombres sur le mur, projetées par la lumière faible du couloir, commencèrent à bouger avec un rythme doux, comme si elles dansaient au rythme d'un vent que l'on ne sentait pas sur la peau. C'est alors qu'il l'entendit. Une voix aussi claire et chaleureuse qu'un murmure à l'oreille. Matteo. L'homme resta immobile. Il n'y avait aucun doute, quelqu'un l'avait appelé par son nom, mais cela ne provenait d'aucune cellule voisine. La voix était douce, féminine, chargée d'une paix impossible à décrire. Il regarda autour de lui en cherchant une origine logique, mais ses yeux s'arrêtèrent sur la figure de bois. Le visage taillé qu'il avait si souvent observé semblait différent. Les lèvres finement dessinées étaient maintenant légèrement courbées en un sourire subtil, et les yeux n'étaient plus de simples fentes, ils reflétaient une lueur humide, comme s'il regardait réellement. N'aie pas peur, continua la voix. J'ai entendu chacune de tes prières, même celles que tu pensais perdues dans le silence. Matteo sentit sa peau se hérisser. Une chaleur douce, comme celle d'une étreinte maternelle, l'enveloppa. Ce n'était pas de la peur qu'il ressentait, mais un mélange de révérence et de soulagement profond. Ta mère n'a jamais cessé de me demander de prendre soin de toi, dit la voix. Et aujourd'hui, je veux te rappeler que tu n'es pas seul. À cet instant, la cellule se remplit d'une lumière dorée douce, mais suffisante pour effacer la pénombre. Elle ne provenait pas de l'ampoule du couloir ni d'aucune fissure. C'était comme si la figure elle-même l'irradiait. La lumière baigna le visage de Matteo et pendant un moment, il put voir clairement devant lui, ce n'était plus la sculpture de bois. Mais une femme au manteau bleu profond avec un voile qui tombait doucement sur ses épaules. Son regard était si pur que tout mot humain serait insuffisant. Confie-toi, mon fils, murmura-t-elle. Bientôt, la vérité éclatera et, en attendant, porte ma paix à ceux qui t'entourent, même ici. Matteo, avec des larmes coulant sur ses joues, parvint à peine à balbutier. Mère. Est-ce vraiment vous? Elle souriait, ce faisant, le parfum s'intensifia, remplissant son cœur d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Elle tendit la main et, bien que la distance entre eux soit minime, Matteo sentit le contact chaud et réel sur ses doigts. Comme si le bois avait pris vie. Puis, sans un seul bruit, la figure redevint ce qu'elle était, une sculpture de cèdre, mais maintenant imprégnée d'une douce lueur à la surface, comme si elle avait absorbé la lumière d'une aube invisible. Le gardien Ramirez, qui était passé près lors de sa ronde, s'arrêta. Il avait vu un éclat filtrer à travers les fissures de la cellule et, bien qu'il ne soit pas entré, il resta à observer depuis la pénombre. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, mais il savait qu'il était face à quelque chose qui échappait à toute logique. Matteo, toujours avec les mains tremblantes, embrassa la figure et ferma les yeux. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais il était sûr d'une chose. Cette nuit-là, au milieu de l'endroit le plus inhospitalier, il avait été face à face avec la Vierge Marie et cette certitude le changerait pour toujours. Au lever du soleil, la prison de San Bartolo se réveilla étrangement silencieuse. L'écho des cris et des discussions habituelles ne s'entendait pas. Dans la cellule numéro 17, Matteo restait assis avec la figure de bois entre ses mains encore tièdes. Ses yeux étaient rougis, non pas par l'émotion qui l'avait submergé pendant la nuit. Il ne pouvait pas cesser de repasser chaque mot de cette voix. Il sentait que quelque chose à l'intérieur de lui avait changé de façon irrévocable. Le poids de la rage, du ressentiment et du désespoir s'était dissous comme du sel dans l'eau. À la place, il restait un calme serein, une force douce, mais ferme, qui le poussait à continuer à respirer et à regarder les autres avec de nouveaux yeux. Le premier témoin de ce changement fut le gardien Ramirez lui-même. Pendant la distribution du petit déjeuner, il s'arrêta devant la cellule de Matteo. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Ramirez n'était pas un homme homo facile, mais ce matin-là, il laissa sur le plateau un morceau de pain supplémentaire. Il ne dit rien, il se contenta d'hocher la tête et continua son chemin. Matteo sourit légèrement. Il comprit que ce geste était plus qu'une faveur. C'était une reconnaissance silencieuse de ce qu'il avait vu la nuit précédente. Au fil des heures, le parfum était toujours présent, pas avec la même intensité, mais suffisant pour que chaque prisonnier qui passait près de la cellule de Matteo s'arrête. Certains demandaient d'où il venait, d'autres, plus incrédules, murmuraient que peut-être Aguilar avait caché quelque chose. Mais ce qui surprenait le plus, c'était qu'au lieu de moqueries ou de menaces, des conversations commençaient à surgir. Tu pries pour nous aussi, Aguilar, demanda un grand homme avec des cicatrices sur les bras. Pour tous, répondit Matteo, sans hésiter. Cet simple échange marqua un avant et un après. Chaque nuit, alors que la prison plongeait dans la pénombre, 2 ou 3 prisonniers s'approchaient des barreaux de sa cellule pour l'écouter parler de la paix qu'il avait ressentie, de l'amour d'une mère qui n'abandonne pas ses enfants et de la façon dont même dans l'endroit le plus sombre, l'espoir peut fleurir. En quelques jours, l'ambiance dans son couloir commença à changer. Les insultes devinrent moins fréquentes. Certains commencèrent à partager le peu qu'ils avaient, un paquet de biscuits, un vieux livre, un verre de café tiède. Ramirez, qui avait toujours marché avec une expression dure, commença à s'arrêter aux conversations, écoutant du coin de l'œil. Un après-midi, alors que la lumière du soleil entrait faiblement par les fenêtres hautes, Matteo vit quelque chose qui le toucha profondément. 2 prisonniers qui ne s'étaient pas parlé depuis des années, des ennemis déclarés, s'assirent ensemble devant sa cellule. Ils ne dirent pas grand-chose, mais ils partagèrent le silence et c'était déjà un miracle en soi. La transformation ne se limita pas aux autres. Matteo commença à écrire des lettres à sa mère avec un ton différent. Ce n'étaient plus des lamentations, mais des mots de gratitude et de foi. Il lui racontait que, bien qu'il soit toujours enfermé, son cœur se sentait libre et dans chaque lettre, il décrivait le visage de la Vierge, tel qu'il l'avait vu, avec l'espoir qu'un jour sa mère puisse le contempler aussi. Ramirez, de son côté, commença à demander des tours de garde dans ce couloir.
Certains de ses compagnons le remarquèrent, mais il ne donnait pas d'explication. Ce qu'il avait vécu cette nuit-là n'était pas quelque chose qui pouvait se décrire avec des phrases courtes. Il savait seulement que chaque fois qu'il passait près de la cellule 17 et voyait la figure de bois, une sensation de paix lui parcourait la poitrine comme un bon souvenir qui refuse de mourir. La prison, aussi dure et froide soit-elle, avait changé. Non pas dans sa structure de fer et de pierre, mais dans le cœur de ceux qui l'habitaient, et tout, d'une manière inexplicable, semblait tourner autour de cette petite figure, taillée par des mains calleuses et baignée dans un parfum qu'aucun humain ne pourrait fabriquer. Matteo comprenait que le miracle n'était pas terminé. Ce qui s'était passé dans la nuit de sa rencontre avec la Vierge n'était que le début. Maintenant, le véritable défi était de maintenir cette flamme vivante et de laisser sa lumière s'étendre même au-delà des murs qui le maintenaient prisonnier. Les mois passèrent et la prison de San Bartolo n'était plus la même pour ceux qui habitaient le couloir de la cellule 17. La dureté du régime et le poids des condamnations n'avaient pas disparu, mais quelque chose d'invisible avait changé dans l'air. Les gardiens commentaient entre eux que dans ce secteur, il y avait moins de bagarres et moins de sanctions disciplinaires entre les prisonniers, un pacte tacite de respect s'était peu à peu installé, comme si tous comprenaient que cet endroit avait été touché par quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer. Matteo continuait à tailler. Pas toujours des images religieuses, mais chaque pièce de bois qui passait entre ses mains portait d'une manière ou d'une autre la sérénité qu'il avait reçue cette nuit-là. La figure de la Vierge, cependant, restait sur son lit, toujours propre et protégée par un petit tissu blanc que Ramirez lui avait discrètement procuré. Les lettres à sa mère devinrent plus encourageantes. Dans l'une d'elles, il écrivit « Mère, la Vierge ne m'a pas seulement trouvé ici, elle m'a aussi appris à vivre même à l'intérieur de ces murs. Quand je sortirai, j'emporterai cette image avec moi et je la placerai à l'endroit le plus haut de notre maison pour que tous sachent qu'elle était ici. » Le jour de sa libération arriva plus tôt que prévu. Un avocat commis d'office qui avait entendu des rumeurs sur le prisonnier de la Vierge et son cas, décida de réviser le dossier. Il découvrit des preuves oubliées et des témoignages non pris en compte qui démontraient l'innocence de Matteo. Après une courte procédure, le juge ordonna sa libération. Lorsque Ramirez lui rendit ses quelques effets personnels, la figure de la Vierge était en premier lieu. Le gardien, d'une voix grave, mais chargée de respect, dit « Emportez-la avec vous et n'oubliez pas ce qui s'est passé ici. » Matteo lui serra la main et pour la première fois, il vit dans les yeux de l'homme une lueur humide. En franchissant la porte de la prison, l'air libre lui frappa le visage. C'était une journée ensoleillée et le ciel semblait plus vaste qu'il ne s'en souvenait. À quelques mètres, sa mère l'attendait avec un chapelet à la main et des larmes coulant sur ses joues. Matteo l'embrassa fort, sentant qu'à cet instant, tout le poids des années s'évanouissait. Dans sa maison, il plaça la figure sur une étagère improvisée à côté de la vieille bougie que sa mère allumait chaque soir. Depuis lors, le salon se remplit d'un arôme doux si familier que même les voisins le commentaient. Certains venaient pour prier, d'autres seulement pour voir l'image qui était en prison et qui avait changé tout ce qu'il avait vu. Avec le temps, l'histoire de Matteo devint connue dans le village, non pas comme un récit de prison et de condamnation, mais comme le témoignage d'un homme qui trouva la liberté dans l'endroit le plus improbable grâce à une rencontre qu'aucun mur ne put empêcher. Des années plus tard, la figure de la Vierge conservait encore cet éclat subtil et le parfum délicat. Et bien que beaucoup aient essayé d'expliquer le phénomène avec des mots humains, pour Matteo, la réponse fut toujours simple. C'était elle. Elle est venue me rappeler que même dans la nuit la plus sombre, la lumière d'une mère ne cesse jamais de te chercher. Aujourd'hui, celui qui entre dans cette humble maison peut voir la sculpture de bois protégée par un verre, et si l'on reste en silence suffisamment longtemps, il est possible que l'on perçoive cet arôme incomparable, le même qui un jour remplit une cellule froide et changea pour toujours le destin de tous ceux qui le respirèrent.